Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, oh, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Salutations tout le monde, salutations au chat, salutations à nos invités, salutations à mes camarades. J'espère que vous allez tous bien en cette journée du jeudi 4 juin. C'est un sujet spécial, les amis, aujourd'hui que nous allons aborder. Mais tout d'abord, permettez-moi de saluer notre invité, Youssef Indy. Bonjour. Bonjour Wilson, bonjour les Gilets jaunes constituants et merci de me réinviter. Voilà. Et bonjour à notre camarade Seb à la régie. Salutations. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci. Alors je précise au passage qu'il n'y a pas les noms sous les vignettes, donc là c'est moi, il y a Wilson et Youssef. Voilà. Effectivement, tu fais bien de préciser ça parce que nous ne sommes pas financés par Soros, donc on utilise le StreamYard gratuit. Nous n'avons pas les moyens que certains ont apparemment dans certaines oppositions contrôlées. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Et puis, si un d'entre nous a les moyens de se payer le StreamYard et ses options mensuellement, et ben écoute, à la bonne heure. Pour l'instant, on va faire avec, les amis. On s'était fait un grand kiff pendant le confinement. On avait claqué 20 € pour avoir le StreamYard fait, voilà. Eh oui, bah, il faut mettre les 20 €. Donc, les amis, veuillez nous excuser si ce n'est pas comme d'habitude en termes de qualité graphique.
Alors, nous allons commencer par présenter notre auteur qui est présent, notre invité qui est présent parmi nous. Donc, Youssef, tu as commencé, donc tu es écrivain, tu es spécialisé en géopolitique et en histoire, notamment en histoire et en eschatologie, et tu as écrit un ouvrage Occident et Islam aux éditions Sigest en 2015. Ensuite, tu as écrit Les mythes fondateurs du choc des civilisations ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident aux éditions Sigest. Tu as également écrit La mystique de la laïcité aux éditions Sigest, avec notamment une excellente généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Payon. Vraiment, je considère que c'est un de tes meilleurs ouvrages à titre personnel. Merci. Et tu as écrit deux autres ouvrages, notamment un qui a attiré toute notre attention au sein des Gilets jaunes constituants, puisque on en a tiré certains enseignements. Du Brexit aux Gilets jaunes, la révolution en marche, donc aux éditions Sigest en 2019. Et puis, tu as également clôturé ta première partie d'Occident et Islam, donc le volume 2, édité à K Éditions et également aux éditions Sigest, donc le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpe pas la place de Dieu. Tout un Alors, programme. pour être plus précis, c'est aux éditions Sigest, le tome 2, et les KA Éditions, c'est pour le Maghreb, pas pour la France. KA Éditions a édité le tome 1 et le tome 2 d'Occident Islam pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Mais ça, c'est pour le public et les lecteurs maghrébins. Voilà. Alors, j'enverrai un exemplaire à Riposte Laïque, ça leur fera plaisir. Je pense qu'ils ont besoin de s'instruire un petit peu, vu qu'ils protègent leur maître sioniste. Non, ça pourrait être intéressant, vraiment un très beau cadeau à leur offrir. Et il y a le tout dernier ouvrage, Chronique du sionisme, paru aux éditions Contre-Culture en novembre 2019. Effectivement, j'allais oublier de parler de cet ouvrage magistral, qui est un ensemble d'articles, de recueils d'articles de 2015 jusqu'à 2019. Tout à fait. Donc voilà les amis, vous avez de quoi faire en termes de lecture avec notre invité. Alors rentrons dans le vif du sujet, un sujet un peu particulier en ces temps un peu d'ingénierie sociale massive. On s'aperçoit que depuis quelque temps, ils ont essayé avec la récupération syndicale et politique, ils ont essayé par diverses moyens, on va dire, d'ingénierie sociale de masse, d'essayer de récupérer les gilets jaunes, en tout cas de les diviser. Ils ont réussi en partie. Simplement, certains d'entre nous avons survécu à tout ça. Ils continuent, au-delà des gilets jaunes, à essayer plutôt de rassembler sur le plan national des forces souverainistes, mais les conduisant à une voie d'opposition contrôlée. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire comme exercice aujourd'hui, d'être factuel et de poser la question suivante. L'axe Zemmour-Onfray, une opposition contrôlée, point d'interrogation. Et alors évidemment, l'axe Zemmour-Onfray nous renvoie à la revue Front Populaire que M. Onfray a initié, puisqu'il n'est pas le créateur de Revue Populaire. On reviendra notamment sur un personnage clé qui est Stéphane Simon. Mais je te laisse introduire Youssef pour nous expliquer c'est quoi cet axe, c'est quoi le Front Populaire. Je t'en prie. Alors, le Front Populaire, tout simplement, c'est une revue, c'est un site internet et une revue papier, donc qui est disponible, qui sera disponible en kiosque, fondée par Michel Onfray et Stéphane Simon. On reviendra sur Stéphane Simon. Alors, en fait, c'est une revue qui a pour objectif, selon les mots de Michel Onfray, d'unir les souverainistes de gauche qu'il est censé représenter et les souverainistes de droite qu'est censé représenter Éric Zemmour. Alors, quand on va sur le site et qu'on clique sur l'onglet auteurs, donc c'est-à-dire les auteurs, les contributeurs du Front Populaire, les gens qui ont rejoint le Front Populaire, on a une liste. Je vais vous l'adresser. Alors, celui qui arrive en tête, on le voit, Idriss Aberkane,
Je ne les connais pas tous, hein. Ensuite, il y a Mathieu Bock-Côté, Régis de Castelnau, Jean-Pierre Chevènement, Thibaut Isabelle, Ituria, Georges Kuzmanovic, qui vient du parti de Mélenchon, Franck Lano, Barbara Lefebvre, Yves Michaud, Jacqueline Moureau, Jean-Paul Pellerat, Henri Penaruiz, Céline Pina, Didier Raoult, Jacques Sapir, Zaina Trad et Philippe Devilliers. Voilà. Alors, c'est assez exceptionnel ce que tu viens de dire. En fait, c'est une sorte de liste de Schindler, mais schizophrénique. C'est-à-dire qu'en fait, comment un De Villiers peut se retrouver avec Idriss Aberkan? Alors, on a toujours, nous, prôné, par exemple, au sein des Gilets jaunes et notamment des constituants, d'essayer d'avoir une diversité de points de vue. C'est le cas. Mais là, on n'est pas dans la diversité de points de vue. On est dans des opposés radicaux, mais complètement radicaux, et qui, en plus de ça, se font la guerre mutuellement. Et là, ils se retrouvent en bonne amitié, doivent sûrement boire un petit coup ensemble et manger souvent ensemble. Mais est-ce que tu peux t'imaginer un seul instant un De Villiers parler de souverainisme de gauche ou de droite d'ailleurs avec un Henri Pénard-Ruiz, par exemple? Un Henri Pénard-Ruiz qui insulterait toute la journée de Villiers d'étant un complotiste incompétent. Enfin, là on sort de la normalité, Youssef. Là, il y a quelque chose qui, enfin, moi, ça saute aux yeux. Comment on peut faire ce mélange des genres? Alors, ça s'explique sur le plan historique, au niveau de l'histoire, sur le plan de l'histoire des idées et des idéologies. C'est la résultante de la destruction, de l'effondrement de toutes les digues idéologiques. Ce genre d'alliance totalement incongrue n'aurait pas pu se faire il y a 20 ou 30 ans. C'est la disparition de la colonne vertébrale idéologique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a une chose qui relie Michel Onfray, Philippe Devilliers, par exemple, et Éric Zemmour, c'est un néoconservatisme. C'est-à-dire que si vous écoutez Michel Onfray, depuis le lancement de son Front populaire, il nous parle quand même régulièrement d'Israël, de judaïsme et d'islam. J'ai envie de lui poser la question, quel est le rapport avec la crise socio-économique extrêmement grave que l'on est en train de traverser, aggravée par le confinement, donc un processus d'accélération de destruction socio-économique. Je m'interroge, d'autant plus qu'on l'a vu s'exprimer sur Causeur, qui est le magazine fondé par Elisabeth Lévy et Michael Michaelis, qui est un historien qui travaille pour l'ambassade d'Israël. Et il s'est exprimé récemment. Alors, chez Causeur, il a parlé de religion. Je ne vois toujours pas le rapport avec la crise économique, où il disait que le judaïsme n'était pas à craindre pour lui parce qu'il n'est pas une religion prosélyte. Le christianisme n'est plus à craindre car il n'est plus prosélyte. La religion à craindre, c'est l'islam. Puis, quelques jours plus tard, il est interviewé par Eli Chouraki sur I24 News, télévision israélienne. Donc là, je ne vois toujours pas le rapport avec la crise économique, où il nous explique que Israël, que le judaïsme a raison de se défendre de façon violente lorsque la civilisation juive est attaquée. Déjà, il faudrait qu'il m'explique ce que c'est que la civilisation juive. Donc il justifie la politique colonialiste d'apartheid et ethnocidaire d'Israël. Donc on voit Michel Onfray lancer un front populaire qui est censé préparer une sorte d'alliance politique, de construction programmatique pour les prochaines élections présidentielles pour répondre à la crise socio-économique. Et il fait des déclarations intempestives contre l'islam et s'aplatit devant le judaïsme et Israël. Ce qui me permet d'affirmer sans aucun doute qu'il s'agit d'une manœuvre néoconservatrice. C'est une alliance des néoconservateurs de gauche, c'est-à-dire Onfray, et des néoconservateurs de droite, Philippe Devilliers, Éric Zemmour. Alors, on est d'accord, Youssef, je me permets vite fait de t'interrompre Oui. 2 petites secondes. Oui.
pour expliquer à nos auditeurs que là, on ne parle pas de souverainisme, on parle de néoconservatisme. Parce que les gens ont tendance à tout confondre et il y a un flou autour de ces notions-là, en fait. Oui, alors le néoconservatisme, à l'origine, donc il est né aux États-Unis. Il a été fondé par des anciens trotskistes, donc le noyau dur, je renvoie aux travaux de Walt et Mersheimer. Le noyau dur du néoconservatisme est juif. Ce sont des juifs trotskistes qui ont mué et qui ont dérivé vers l'extrême droite et qui ont en fait pour principal objectif à l'intérieur de l'appareil d'État américain et sur le plan idéologico-politique aux États-Unis, de ramener les États-Unis dans le giron d'Israël. Et c'est ce que fait Onfray, qui vient de la gauche, mais pas véritablement de l'extrême gauche sociale, marxiste. C'est plutôt un gauchiste libéral libertaire qui a dérivé vers l'extrême droite israélienne par opportunisme, hein, pas par conviction. On y reviendra peut-être plus tard sur son parcours personnel et intellectuel, et qui opère cette jonction. On va voir qui est derrière cette jonction avec le néoconservatisme de droite représenté par Zemmour et une jonction qui est bien illustrée par la présence de Philippe de Villiers au Front populaire. Je rappelle que Philippe de Villiers est censé être un catholique, je crois même traditionnaliste. Je ne vois pas ce que fait Philippe de Villiers avec Michel Onfray, qui a pendant des années et des années craché sur le christianisme, l'Église et le catholicisme. Ou alors Idrissa Berkane, que fait Idrissa Berkane avec De Villiers? Ou Idrissa Ah, Berkane comment dirais-je, surtout avec Onfray et Zemmour. C'est oui, hallucinant, hallucinant. alors Idriss Aberkane, je dois dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'a intéressé ces dernières années. On m'a souvent parlé de lui, en me le présentant comme quelqu'un de brillant, etc. Je crois il a des diplômes dans le domaine de la... je ne sais même pas en fait dans quel domaine il est, peu importe. Mais j'ai vu que récemment, il a commencé à tenir un discours politique, géopolitique, socio-économique. Je crois que ce n'était pas le cas précédemment. Et disons que mes suspicions ont été éveillées à partir du moment où j'ai commencé à l'écouter, puis je suis tombé sur une interview de lui chez Thinkerview, et je découvre à ce moment-là qu'il a participé à une conférence organisée par l'ONG de Jacques Attali, Global Positive Forum. Donc la première édition de cette conférence a été lancée en 2017, et parmi les participants, eh bien, on a Idriss Aberkane. J'aimerais bien savoir ce que fait Idriss Aberkane au milieu de Jacques Attali. Donc je vois parmi les participants Jacques Attali, Anne Hidalgo, Richard Attias, pour ceux qui le connaissent, le nouveau mari de l'ex-femme de Sarkozy, Suzanne Goldberg, Edith Schlaffer, Cédric Villani, etc. etc. En fait, pour le comprendre, il faut revenir au discours de Jacques Attali en 2008, où il prônait, donc c'était lors d'une conférence intracommunautaire organisée par le réseau social juif, où il disait que la bourgeoisie juive française devait prendre l'exemple sur la bourgeoisie juive anglaise et prendre en main la bourgeoisie montante musulmane, financer les mosquées, financer les imams et les avoir sous sa coupe. Et Idriss Aberkane semble parfaitement rentrer dans ce cadre, parce que je ne l'ai pas entendu dire qu'il était musulman, mais plutôt soufi. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, il y a le véritable soufisme, c'est-à-dire qui vient de l'orthodoxie musulmane, la dimension spirituelle, et il y a ce que j'appelle un néo-soufisme contemporain qui plaît aux bourgeois occidentaux qui ont un peu de mal avec l'islam, l'orthodoxie musulmane, et qui voient dans le soufisme une sorte d'islam dépouillé de toute
de toute sa substance et qui serait compatible avec la philosophie des Lumières, etc. D'ailleurs, c'est un islam, ce soufisme est né au 19e siècle chez des gens comme Malkoun Khan dans des loges maçonniques en Orient. Donc, dire qu'on est soufi pour ne pas dire qu'on est musulman, ça signifie montrer patte blanche et dire qu'on n'est pas dangereux. Alors, il a été, je cite l'interview chez Idriss Aberkan, enfin chez Thinkerview, on lui dit alors, question d'Internet. Alors, je découvre avec toi Jacques Attali. Tu étais souvent d'accord avec les propos de Jacques Attali, pour pas dire durant tout le débat. N'as-tu pas décelé un double langage? L'as-tu senti sincère dans ses propos? Il répond, c'est une très bonne question. Tu bosses en ce moment avec lui, je crois. Et il répond, non. Alors, j'ai bossé, j'ai fait une conf avec lui une fois. T'étais pas dans un groupe de travail avec lui? Ah non, pourquoi? T'as vu un truc comme ça? J'avais donné des conseils sur la méthode dite de devenir soi. Et en fait, là, l'internaute, il faut préciser le contexte, parle bien d'une conférence bien précise sur Radio France. Si je ne me gourre pas, sur le sucre, on ne parlait pas géopolitique. Bon, là, il parle en fait encore d'autre chose. Donc, il parle d'un débat qu'il a eu avec Attali à Radio France. Et moi, je vous parle d'une intervention à une conférence organisée par Global Positive Forum. Jacques Attali, qui, je le rappelle, a déclaré à maintes et à maintes reprises que les peuples devaient rembourser la dette, quoi qu'il en soit, et que, par exemple, il a dit, quand on a construit l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, nous avons, comment dire, fait exprès de ne pas mettre d'articles qui permettent de sortir de l'Union européenne, ce qui est faux d'ailleurs. Alors quand Idriss Aberkan dit qu'il ne voit pas le double discours de Jacques Attali, je peux très facilement lui rafraîchir la mémoire. Alors je termine juste, quand on lui oui, dit, vas-y. alors, quand on poursuit sur Attali, et il dit cela dit, moi, c'est quelqu'un, donc Attali, donc Idriss Aberkan parle, il dit cela dit, moi, Attali, c'est quelqu'un qu'on m'avait vendu comme étant un monstre dans la banlieue, on te le présente parfois comme ça. Je te rappelle qu'il est rentré dans le lard d'un certain polémiste islamophobe très connu, que je ne citerai pas. Ça commence par un F et je n'irai pas plus loin. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas peur de dire qu'Attali n'est pas du tout celui qu'on croit, vraiment. Alors, là aussi, contradiction. Il dit qu'il trouve sympathique Attali parce qu'il est rentré dans l'art d'un islamophobe. Je veux dire, là, Aberkan rejoint Michel Onfray, qui a écrit un livre contre l'islam en 2016, qui s'appelle Penser l'islam. Il passe son temps à insulter l'islam sur des médias communautaires juifs ou alors à la télévision israélienne. J'aimerais bien que Idriss Aberkan nous explique ce qu'il fait avec Michel Onfray. Voilà. Effectivement, bah, tu fais bien de relever cette contradiction. Chose que je disais d'ailleurs au début du live, c'est vraiment la réunion des schizophrènes notoires, ce Front populaire. Et il faut le dire, il faut employer ces mots-là parce que, encore une fois, un mélange de Villiers ou Onfray, c'est assez extraordinaire. Comme tu dis, un catholique traditionnel avec un anticlérical sioniste et éventuellement franc-maçon à vérifier de ce cher Onfray. Et alors, peut-être rappeler aussi que si Idriss Aberkan est peut-être au Front populaire, c'est justement lié au réseau sioniste en France, puisque Jacques Attali étant un très bon ami de Bernard-Henri Lévy, Bernard-Henri Lévy, en fait, a une édition qui s'appelle La règle du jeu. Et en 1991, il se trouve que Onfray a intégré cette édition dirigée par Bernard-Henri Lévy. Donc, en fait, c'est un réseau qui se connaissent depuis longtemps, ces gens. Alors, c'est pas exactement la règle du jeu. Je vais vous rapporter les informations exactes rapportées par la revue Faits et Documents. En 2015, vous pouvez retrouver les extraits sur le site d'Égalité et Réconciliation. Moi, je vous invite à aller à vous procurer Faits et Documents et lire tout cela en détail. Alors, Michel Onfray est édité
par Jean-Paul Enthoven, le père de Raphaël Enthoven, dans une collection de Bernard-Henri Lévy, donc à Grasset. Donc c'est grâce à Grasset que Michel Onfray accède à la notoriété et aux grands médias. Et donc effectivement, il participe à cette occasion à la revue La règle du jeu de Bernard-Henri Lévy. Alors, Et justement, venons directement au fait, Youssef, puisqu'on est toujours dans ce réseau sioniste, de gauche comme de droite d'ailleurs, hein, puisqu'ils n'ont aucune limite. Ils franchissent toutes les limites et les barrières et les murs. Il faudrait qu'on nous explique que fait également un Idriss Aberkan avec Monsieur Zemmour, qui est la star du Front populaire. C'est pour moi la star, c'est la tête d'affiche. Enfin, non, je veux alors dire, Zemmour ne fait pas partie du Front populaire, mais il y a une jonction qui est en train de s'opérer oui, voilà, c'est entre. ça que je voulais dire. J'étais vite en Oui, besogne, mais bon, la jonction, elle est évidente. oui, alors, bon, pour être plus précis, j'avais écrit un article en 2017, pendant les élections présidentielles, sur la recomposition du système politique, ou plutôt la décomposition du système politique. Et déjà, à ce moment-là, j'avais relevé une tentative d'alliance, enfin, une alliance avérée et démontrée, entre Patrick Buisson, qui est un brillant historien et politologue, qui vient d'extrême droite, qui a été le conseiller d'ailleurs de Nicolas Sarkozy durant sa présidence, et qui conseillait Jean-Luc Mélenchon. C'est Et, extraordinaire, ça et aussi, en capacité schizophrénique. en fait, vous avez donc déjà à l'époque, j'avais identifié cette alliance, Patrick Buisson, qui avait sous sa tutelle indirecte Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, donc la famille Le Pen, qui est quand même liée depuis longtemps à Éric Zemmour. On avait un axe Zemmour-Buisson qui était en train de préparer le terrain à une éventuelle candidature de la petite Marion Maréchal Le Pen, pilotée par ces deux-là. Mais il y a eu depuis des divergences stratégiques entre Patrick Buisson et, euh, et Éric Zemmour, parce que Patrick Buisson voulait opérer une jonction entre l'électorat de Marine Le Pen, donc du Front National, et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Bref, ils ne se sont pas entendus. Mais à ce moment-là, en 2017, c'était un ballon d'essai. C'était un ballon d'essai. Et là, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette stratégie qui consiste à faire la jonction entre l'électorat du Front National et l'électorat de gauche, comment dire, Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, mais sans eux, sans Mélenchon et sans Marine Le Pen. C'est une opération très complexe parce que Onfray, qui est censé représenter la gauche, est en train de doubler, je veux dire comme dans la couture, il double la couture d'Éric Zemmour. Il tient exactement le même discours, alors que son objectif initial, c'était de ramener l'électorat dans le giron israélo-compatible. Or, ce qu'a fait Onfray, ce n'est pas ramener l'électorat du côté de Zemmour, c'est se déplacer, lui, euh, du côté du discours, vers le discours néoconservateur d'Éric Zemmour. Par conséquent, il se retrouve à s'adresser comment dire, au même public que Zemmour. Je ne parle même pas d'électeurs là, à ce stade. Je parle d'un public qui doit être entre 45 et 65 ans, parce que Michel Onfray ne s'adresse pas aux gens de mon âge. Et c'est là, en fait, qu'entre en scène quelqu'un comme Idriss Aberkan, qui a investi Internet avec des vidéos YouTube intempestives et qui fait la jonction, là aussi, c'est assez étonnant, avec un type, comment il s'appelle, Rougeron, un souverainiste pas bête, hein, souverainiste qui est très présent sur Internet et qui est
qui est enfin pas plus ou moins, mais qui est lié à Éric Zemmour et qui cire les pompes à Éric Zemmour chaque fois qu'il le peut. Donc en fait, vous avez les Zemmour et Onfray, tête de gondole médiatique, qui sont là pour attirer les boomers ou les bourgeois des villes de 45 à 65 ans. Et vous avez un étage en dessous, les jeunes qui investissent Internet, qui sont censés s'adresser aux jeunes de leur génération et faire les rabatteurs pour les ramener dans le giron Onfray Zemmour. Vous me suivez? Alors, effectivement, ces déplacements, ces va-et-vient sont assez intéressants. Ce qui nous prouve en fait que la stratégie finalement de l'oligarchie a changé. On est à l'ère, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on a une époque où il n'y a plus de frontières idéologiques, où tout est flou, tout est mouvant. On a l'impression que c'est même liquide, tout ça, Mhm. et que dans 5 ans, on peut très bien se retrouver avec une configuration totalement contraire, mais toujours pour les intérêts de l'oligarchie. Et c'est intéressant de voir ça parce que ça s'est observé avec l'arrivée de Macron hein, et En Marche, qui a détruit justement toutes les frontières idéologiques. Ça avait commencé, je crois, un petit peu avant avec Sarkozy Oui, quand il a ramené dans son giron des gens de gauche dans ce gouvernement qui n'avaient rien à voir, qui étaient radicalement opposés. Je m'en souviens même de la présidente de Ni Pute Ni Soumise qui avait été ramenée dans le giron de Sarkozy. Là, je crois que ce jour-là, je m'étais dit que là, vraiment, y a plus rien à faire de ce monde-là. Et là, on est dans une sorte de continuum. Et c'est vrai que c'est intéressant à observer. Sociologiquement, c'est très, très intéressant, ce qui prouve que finalement, l'oligarchie a plus d'un tour dans son sac et s'adapte en fait à chaque situation. Alors, venons-en à un autre fait intéressant, la présence de Jacqueline Moureau. Jacqueline Moureau, donc la première gilet jaune de l'histoire, entre guillemets, qui pour moi n'est pas la première, puisque il y en avait d'autres avant, mais c'est Jacqueline Moureau, la première médiatisée, on va dire, et qui s'est retirée très rapidement pour les raisons que l'on sait tous, se retrouve au sein même de ce Front populaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, ton ressenti de voir une gilet jaune médiatisée qui a été refoulée après, se retrouver là-dedans? Est-ce qu'ils bah, essaient en pas fait, justement de c'est de la, rattraper l'image au niveau des gilets c'est jaunes? c'est de la récupération politique parce qu'il y a des gens, bon, comme Aberkan, etc., qui ils savent ce qu'ils font parce qu'on ne se retrouve pas chez Attali et on ferait ensuite par hasard. Hein. Il y a une cohérence. Mais pour ce qui est par exemple de Jacqueline Moureau ou de Didier Raoult, c'est de la pure récupération politique. Peut-être qu'elle-même est dans une logique opportuniste, mais c'est une façon d'avoir le tampon gilet jaune, la crédibilité de la lutte sociale incarnée par les gilets jaunes, de la récupérer et de la faire dévier. C'est ça l'objectif. Parce qu'en fait, tout ce dispositif-là, on ferait Zemmour, c'est un moyen de détourner, de neutraliser la colère populaire qui a éclaté avec les Gilets jaunes, mais qui est en train de s'accentuer, de s'aggraver avec la politique de confinement et de semi-confinement. Donc, l'objectif de ce Front populaire de Onfray et de Zemmour, c'est de dévier la colère populaire de sa cible initiale, c'est-à-dire l'oligarchie, les 0,1%. Tout le but de cette manœuvre consiste à cela, en cela. Et on a vu dès le début du mouvement Gilets jaunes, Bernard-Henri Lévy qui a pris peur et qui a traité les Gilets jaunes d'antisémites, Finkielkraut qui traverse exprès une manifestation Gilets jaunes pour être pris à partie et ensuite dire que les Gilets jaunes est un Par un de nos mouvement, camarades d'ailleurs, que je voilà, salue au passage. est un mouvement pour taxer le mouvement Gilets jaunes d'antisémites, de le diaboliser dans un premier temps. Ça, c'est la diabolisation, donc c'est le bâton. Puis la carotte, c'est on va vous offrir une porte de sortie, et la porte de sortie, c'est le Front populaire de Michel Onfray et Éric Zemmour. Et ils investissent Internet. Michel Onfray a investi Internet déjà il y a quelques années pour neutraliser, obstruer notre discours, le discours de tous les gens, les auteurs et autres, qui sont sur Internet et qui n'ont pas
accès aux médias. Donc on a des gens qui ont accès aux médias depuis des années, voire des décennies, qui investissent Internet, ce qu'a très bien expliqué l'article sur égalité et réconciliation, c'est-à-dire qu'ils font la loi Avia pour neutraliser les malpensants sur Internet, tout en ouvrant la voie à une opposition contrôlée, bien représentée par Onfray et les gens qui le suivent. Après, si tu veux, on peut rentrer dans le détail, retracer un peu le parcours de Michel Onfray ces dernières années pour comprendre un peu comment il en est arrivé à Alors, s'aplatir justement, qui est devant Elie Michel Onfray? Souraki. Qui est-il? Alors, je reprends les informations rapportées par, comment dire, par Faits et Documents. Alors, donc comme je vous l'ai dit, il est intégré à Grasset, publié par Grasset, et il participe à la revue La règle du jeu de Bernard-Henri Lévy. Alors que récemment, il s'est retourné contre Bernard-Henri Lévy, alors que Bernard-Henri Lévy fait partie de ceux qui ont fait médiatiquement Michel Onfray. Entre-temps, depuis, Michel Onfray a commis 2 crimes de lèse-majesté. Il y en a un qui est rapporté par Faits et Documents, et moi je vais vous en rapporter un second qui permet de comprendre sa soumission actuelle. D'abord, donc, il publie un livre sur Freud qui s'appelait Le crépuscule d'une idole, publié en 2010. La fabulation freudienne, oui, tout à fait. Voilà. Donc là, ça lui a valu des attaques extrêmement violentes des gens de la profession qui sont, pour une bonne partie d'entre eux, juifs, et donc il a été quand même traité d'antisémite à plusieurs reprises, Onfray. Et en 2012, il a fait la promotion. Donc 2010, il sort son livre sur Freud. L'année 2010-2011, il se fait traîner dans la boue. Puis il se venge, donc il essaie de se rebeller. En 2012 en faisant la promotion des travaux du bibliste Jean Solaire, des travaux qui sont à charge contre la Bible hébraïque et même plus largement contre le monothéisme. Et donc Jean Solaire, lui, que j'ai lu d'ailleurs et que je critique, mais que je critique en partie, pas pour tout ce qu'il écrit, il fait une comparaison entre le monothéisme et le nazisme, donc en fait entre le judaïsme et le nazisme, disant que c'est une religion qui est en fait génocidaire. Hein. Ce sont les mots de Jean Solaire que reprend à son compte Michel Onfray. Et là, Michel Onfray subit une attaque d'une violence inouïe. Je vais vous donner un exemple. Le grand rabbin de France, Chaim Corsia, écrit un texte. Membre du siècle, au passage. J'aime bien toujours ajouter ça. Donne un petit peu de je veux dire, c'est le grand rabbin, donc je veux dire après, qui peut le plus, peut le moins. Il peut être membre du siècle, franc-maçon, etc. C'est le grand rabbin. Alors, donc, il publie un texte, le grand rabbin de France, dans l'Express du 26 juin 2012, titré Jean Solaire ou les démons de Michel Onfray. Alors, il attaque Michel Onfray et au début du texte, il indique bien que Michel Onfray n'a pas répondu à cette attaque. Il écrit, donc le grand rabbin, il s'adresse à Michel Onfray, « Ce que vous dites à mots à peine cachés est terrible de responsabilité envers les esprits faibles qui risqueraient de vous croire. Le judaïsme, donc là il cite Onfray, le judaïsme suppose une violence intrinsèque, exterminatrice, intolérante, qui dure jusqu'à aujourd'hui, fermez les guillemets, le grand rabbin reprend, malheureusement, c'est l'antisémitisme qui dure jusqu'aujourd'hui. Et celui des intellectuels n'est pas moins violent que celui des nervis de telle ou telle mouvance. Je continue. Ne sortez pas les démons de la bouteille avec de tels appels à la haine, car les nuages sont de retour sur notre vieille Europe et l'horreur récente de Toulouse est là pour nous le rappeler. » Fin de citation. Non, mais c'est extraordinaire ce que j'entends, Youssef, parce que c'est le même Onfray qui aujourd'hui passe dans la télévision israélienne. I24 voilà. News, adulé par le milieu sioniste. Là, en schizophrénie, il n'y a pas une autre pathologie qu'on peut lui découvrir à Monsieur Onfray, parce que là, c'est. Là, c'est pas de la pathologie, c'est vraiment de l'opportunisme. Depuis le début, c'est un opportuniste. Il a voulu se rebeller avec son livre sur Freud et la promotion des travaux de Jean Solaire.
il a été remis à sa place. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous cite la fait document. Donc là, on est dans la... Donc, 2012, il s'est fait attaquer violemment par le grand rabbin Chaim Korsia. Vous me suivez? Et vous allez voir ce qu'il fait en 2013, Michel Onfray. Donc je cite fait document. Comme pour dissiper l'accusation d'antisémitisme, rédhibitoire quant à la visibilité médiatique et à l'attribution de subventions, Michel Onfray s'est rendu par 2 fois en Israël au cours des 2 dernières années. Donc 2 dernières années à partir de l'article de fait document date de 2015. Donc entre 2013 et 2015, il s'est rendu 2 fois en Israël. Tout d'abord, il a présenté son livre L'ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus à l'université de Tel Aviv le 14 mars 2013. L'ordre libertaire, il faut le faire pour présenter ça quand même. Donc, une conférence introduite par ces mots, donc Michel Onfray qui parle, « J'ai l'impression d'être chez moi en Israël ». Donc, pendant son séjour, il déclare à Jean-Patrick Grunberg, 17 mars 2013, « Je crois qu'Israël montre ce qu'est un Occident découplé de l'Europe. Je suis un farouche défenseur des valeurs de l'Occident, liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme. On voit donc à Tel Aviv un Occident non européen avec ce que Nietzsche nommerait une grande santé, une vitalité, des corps montrés sans complexe, une jeunesse radieuse, un nombre incroyable de femmes enceintes, de couples avec des enfants ou des poussettes. Le versant solaire de la Méditerranée se manifeste sur les plages de Tel Aviv, alors que le versant nocturne de 3 monothéismes fait la loi à Jérusalem. En gros, c'est le paradis sur terre pour lui, quoi. Donc, à en croire son interview le 22 avril donnée à la radio de la communauté juive à Paris, Tel Aviv serait même une Athènes contemporaine. Il dit, donc fait document qui rapporte, Tel Aviv est une ville très hédoniste. Quand je suis sur une terrasse au bord de la mer à Tel Aviv, j'ai vraiment l'impression qu'on est chez Homère, qu'on n'est pas loin d'Échille et de Sophocle. Le 28 octobre 2014, il sera de nouveau à Tel Aviv pour une rencontre avec le public israélien autour de son œuvre, rencontre organisée par l'ambassade de France à l'Institut français de Tel Aviv. Fin de citation. Et ensuite, donc là on est en 2013-2014, il se rend en Israël. 2015, il publie un livre qui s'appelle Pensée d'Islam, où il attaque virulemment l'islam, toujours aux éditions Grasset, mais là dirigé par Olivier Nora, qui est le neveu de Pierre Nora, et le fils de Simon Nora, conseiller de Pierre Mendès France. Je précise que Olivier Nora, qui a édité ce livre contre l'islam, est de confession juive. Donc vous avez là le parcours de Onfray qui commence à Grasset, dirigé par Enthoven et Bernard-Henri Lévy. Il essaie de se rebeller entre 2010 et 2012. Il est remis à sa place par le grand rabbin, entre autres, et là, il va à Tel Aviv pour faire Teshuvah. Il revient, il écrit un livre contre l'islam. Donc là, on est dans le néoconservatisme. Donc quand je dis ça, c'est preuve à l'appui. C'est pas simplement une vue de l'esprit. On a affaire à un agent israélien dont la femme, on s'est rapporté par Fait et Document, je cite Fait et Document, après la mort de sa première femme atteinte d'un cancer et euthanasiée sur sa demande, Michel Onfray se remarie fin 2018 avec Dorothée Schwartz, de confession juive, qui était sa maîtresse du vivant de sa femme. Et c'est elle qui gère sa communication, son site et sa carrière. Voilà. Donc, tout cela me permet d'affirmer que Michel Onfray est un agent israélien défendant les idées néoconservatrices, pro-Israël, anti-islam, et qui essaie de ramener la colère populaire, non pas contre l'oligarchie des 0,1%, mais contre l'islam, donc au profit d'un choc des civilisations. Et alors, petite précision, Michel Onfray est également membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc c'est quelqu'un en fait pour qui l'euthanasie est un plaisir. Membre d'honneur, membre du comité d'honneur, il faut le faire quand même. Disons qu'il a joint la théorie et la pratique, puisque je ne connais pas les détails, hein, mais il a effectivement, peut-être à la demande de sa femme, je ne sais pas, euthanasie sa femme. Bref, maintenant, si tu veux, on peut aborder... Philippe de Villiers va apprécier ça, effectivement, comme ils sont potes maintenant. C'est assez intéressant comme point de vue schizophrénique. On a affaire
là, en fait, on n'a pas affaire à des gens qui ont des convictions politiques et religieuses et qui agissent en fonction de ces convictions. On a affaire à de petits opportunistes. Et quand je parle de petits opportunistes, je mets bien sûr Idriss Aberkan dans le lot, puisque tout ça, il ne peut pas l'ignorer. Si je suis au courant de ça, lui aussi est au courant. Il ne peut pas l'ignorer. Donc maintenant, si tu veux, on peut parler Alors, du Front venons-en populaire. à la Comment? tête pensante. Bah, venons-en à la tête pensante finalement, et que enfin, peu de monde connaît son existence, c'est Stéphane Simon. C'est lui, Alors, en je fait, ne sais qui pas si c'est une chapeaute un tête peu, pensante, mais c'est celui en tout qui cas est à la médiatiquement. c'est Médiatiquement. celui, c'est celui qui est à la manœuvre. Alors, Stéphane Simon, on va rentrer donc c'est lui qui a cofondé le Front populaire. Alors, qui est Stéphane Simon? D'après le journal du dimanche, il est à la tête de Téléparis, qui est l'une des PME les plus dynamiques et créatives du secteur. Patrick Simon, toujours d'après le journal du dimanche, est un Stéphane Simon. pardon, Stéphane Simon euh, est un discret qui chuchote plus qu'il ne parle et qui a mis, il y a presque 30 ans, ses pas dans ceux de Thierry Ardisson, dont il produit, en tout cas il produisait, l'émission sur Canal+, Salut les Terriens. C'est d'ailleurs lui, Une j'ai petite découvert, précision, Youssef, excuse-moi, une petite oui, précision et qui peut avoir son importance par rapport aux médias mainstream, c'est que la société Télé Paris qu'il a lancée dans ce oui, monde de la petite production, il s'est associé à Éric Brunet d'RMC. Ça peut être intéressant pour le lien oui. justement avec le groupe de Patrick Drahi. D'accord, très bien. Ça, je l'ignore. Alors, et donc c'est lui qui, par exemple, j'ai découvert ça tout récemment, c'est lui qui a convaincu en 1987 Pierrette Le Pen, l'ex-femme de Jean-Marie Le Pen, de poser nue dans Playboy. Ah oui, En, d'accord. en Ah non, non. 2015, Ah, je suis obligé de rigoler, excuse-moi, parce que là, non. en 2015, Ah, c'est incroyable. En 2015, Stéphane Simon investit Internet et se lance dans l'édition de Web TV. Donc là, on a comment dire, une volonté stratégique, comme je vous le disais, d'investir Internet et d'obstruer le passage de gens comme nous. Voilà, vous comprenez? Une fausse opposition au système. Parce que quiconque est sur Internet, euh, à la télévision et Internet, ou alors exclusivement sur Internet, est censé apparaître comme euh, un marginal par rapport au système et un opposant au système. Donc il investit et se lance dans l'édition de Web TV via le projet MICA, Média indépendant de communauté active. Oui. Car dit-il, l'avenir est aux médias digitaux et de niche. Donc, Stéphane Simon crée et produit les chaînes d'Elisabeth Lévy, par exemple, de Gilles William Goldnadel, ancien Eh ben. vice-président du CRIF, président de France-Israël, ami de Netanyahou, donc agent israélien, et d'André Berkoff. Donc, ils avaient monté une télé. Natacha Polony aussi. Oui, alors déjà, Goldnadel et Berkoff avaient lancé la France Libre TV. Donc, c'est Stéphane Simon qui était derrière. Apparemment, ils se sont séparés, Goldnadel et Berkoff, et c'est devenu Goldnadel TV, média des résistances. Oh, punaise. Gilles Willem Goldnadel lance un média de résistance. Et il a aussi, effectivement, lancé la web télé de Natacha Polony qui s'appelle Polony TV. En septembre 2016, il crée Michel Onfray TV. Donc ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent ensemble. Puis, là récemment, en mai 2020, il cofonde avec Michel Onfray euh, le Front populaire. Oui, alors justement, il y a un grand écart là aussi là-dedans. Je sais que tu le sais qu'ils ont l'habitude des grands écarts, ces gens-là. Il avait commencé à Pèlerin Magazine en 1989, l'ami Stéphane Simon. Donc passé de Pèlerin Magazine en passant par Libération et Tina Kiefer sur TF1, également Rive droite, Rive gauche, Thierry Ardisson aussi, hein, qui a été dans son sillage. Là, il a bouffé à tous les râteliers, le mec. Allô, Allô? allô. Ah, ça a coupé.
Oui, tu m'as entendu? Ouais, ouais. Je disais qu'il a Mais ça a bouffé à tous les coupé. râteliers. Voilà. Oui, je disais rapidement qu'il avait commencé à Pèlerin Magazine, euh, Oui. Ouais. Mhm. notre ami Stéphane Simon, en passant par Ardisson, Tina Kiefer sur TF1, etc. C'est vraiment, là en fait, il brasse large, quoi. Oui, bah, c'est un producteur qui vient de la télévision mainstream, du système, et qui investit Internet et qui est un agent important de l'opposition contrôlée. On en revient toujours à la même chose. Donc, quand il lance son média, on voit des gens comme Elisabeth Lévy qui l'invite sur Causeur et Elisabeth Lévy qui l'a défendu sur Sud Radio, parce qu'il a eu une altercation avec le journal Le Monde qui a accusé Onfray de lancer une revue qui séduit les milieux d'extrême droite. Et Michel Onfray avait répondu en rappelant que le journal Le Monde avait publié en 1977, je cite Michel Onfray, des écrits négationnistes. Ce qui est vrai, C'est par ce qui rapport est au vrai pour le texte coup. de Robert Forisson qui avait publié un texte dans le journal Le Monde en juin 1977 et dont le titre était Le problème des chambres à gaz. Donc, donc là, on voit Michel Onfray qui est contre le révisionnisme historique, contre l'islam, en faveur d'Israël, est défendu par Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy qui est un agent israélien, tout comme Goldnadel, mais à quelques niveaux en dessous. Donc il est adoubé, Michel Onfray, avec son projet, par un producteur de télévision, donc du système, euh, et par les agents israéliens. C'est pas un hasard, comme je vous l'ai dit, s'il a invité à I24 News, la télévision israélienne qui appartient Patrick Drahi. Ouais. au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi. Mais d'ailleurs, il a renoncé à sa nationalité française, donc il est juste israélien. Voilà. Bah écoute, c'est assez extraordinaire. Et puis quand on parle de Stéphane Simon, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, c'est la caution médiatique, l'onction médiatique que va recevoir Onfray pour pouvoir monter toute sa petite bande et sa petite entreprise. Et quand tu as cité Gilles William Goldanel, Elisabeth Lévy, voilà, quoi, la boucle est bouclée. Et si avec tous ces éléments-là, les gens ne comprennent pas que c'est une fausse opposition, c'est quelque part que les gens ont fait leur choix. Mais moi, je ne peux pas admettre aujourd'hui, aucun gilet jaune, je pense, de cet État ne pourrait admettre que l'axe Zemmour-Onfray et toute la bande du Front populaire, comment ces gens-là peuvent-ils représenter le souverainisme? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Puisqu'ils ne cherchent pas le bien commun, ils ne cherchent pas l'intérêt collectif, mais plutôt l'intérêt d'une puissance étrangère. Clairement. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va fonctionner? Moi, je ne pense pas, parce que dire aux gens qui souffrent de la crise économique, du système financier, de la dette, du système de libre-échange, dire aux gens enfin, ce que leur dit Michel Onfray, que le judaïsme c'est génial, que j'admire Israël et que l'islam c'est pas beau, ça ne répond pas à la préoccupation première des Français. Ça paye pas le loyer, ça n'augmente pas vos salaires, ça ne vous sort pas du chômage. Donc je ne vois absolument pas comment ce discours peut faire dévier la colère. Parce que c'est ça l'objectif stratégique de toute cette manœuvre. Mais ça me semble bancal. Alors peut-être justement garder le meilleur pour la fin, Youssef, Éric Zemmour. Éric Zemmour, le chantre pour beaucoup apparemment du souverainisme, du patriotisme, alors qu'il n'en est rien. Qui est exactement Éric Zemmour? Alors, bon, j'ai déjà écrit un long article sur Éric Zemmour qui s'appelle Éric Zemmour, assimilation ou dissimulation. Je pense que tout le monde sait qui est Éric Zemmour. J'ai pas besoin d'expliquer qui il est. J'ai rappelé dans cet article que Éric Zemmour, dans les années 2000, tenait un discours souverainiste, protectionniste sur le plan économique, bonapartiste, gaullien,
Puis à partir des années 2010, il a changé son discours. Il ne s'attaquait plus à l'immigration en tant que telle, avec une critique socio-économique de l'immigration, mais il a embrassé le discours néoconservateur de choc des civilisations contre l'islam. Le problème n'est plus l'immigration, mais il est l'islam. Alors, il, il fait, comment dire, il nous sort des passages qu'il a inventés du Coran, où il nous dit que le Coran écrit à toutes les pages qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Bref, il était en train d'opérer, il a commencé à opérer autour des années 2010, une tentative de jonction entre la droite souverainiste française et catholique et le judaïsme et Israël. Manœuvre grossière, j'avais pointé cela du doigt en 2016. C'est en 2016 que j'ai commencé à pointer du doigt cette stratégie et ce piège. À l'époque, beaucoup d'identitaires me sont tombés dessus en me disant que c'était de la paranoïa, etc. Mais 2 ans plus tard, il sort un livre où il y a un chapitre titré Saint-Louis, roi juif, où il explique que Israël est le modèle de la France et que sans le nationalisme juif, la France s'abîme dans l'histoire, disparaît. Donc il est devenu clair à partir de ce moment-là qu'Éric Zemmour est, peut-être qu'il l'est devenu, à mon avis non, je pense qu'il l'a toujours été, un agent israélien ayant pour objectif de déclencher une guerre civile, ou en tout cas de dévier la colère populaire vers les musulmans. Et ce qui s'est passé 2 mois après la sortie de son livre, où il nous racontait ces histoires de Saint-Louis, roi juif, en septembre 2018, 2 mois plus tard, démarre le mouvement des Gilets jaunes, novembre 2018. Et en fait, ça a mis un coup d'arrêt aux ventes de son livre, et ça a mis aussi un coup d'arrêt à ce discours néoconservateur. Donc, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que le système a compris que le discours droitard d'Éric Zemmour n'était pas suffisant pour neutraliser et dévier la colère des Français, notamment la colère de la France périphérique. Donc ils ont appelé Michel Onfray à la rescousse, qui est censé représenter la gauche, parce qu'il a une image de bon goy, qu'il vient du terroir, qui est le fils, je crois, d'agriculteurs, donc il est d'extraction modeste, donc on l'a pris, utilisé comme tête de gondole après l'avoir mis à l'amende pour neutraliser, essayer de capter la colère du peuple de gauche et le ramener dans le giron israélien. Mais cette manœuvre aussi me semble, comme je vous l'ai dit et répété, me semble foireuse. Elle ne peut pas aboutir. Alors, finalement, d'après toi, si on fait un peu de prospective, comment évoluerait cette espèce de golem qui est le Front populaire dans les Je mois à sais pas, venir, je ne sais pas comment il va évoluer. Je ne vais pas faire de la prospective par rapport à ce machin, parce que c'est un machin qui est totalement artificiel. Par contre, je peux faire de la prospective par rapport à l'évolution sociopolitique de la France. C'est qu'avec le confinement et le semi-confinement, la destruction des emplois, l'appauvrissement des Français, la crise va s'aggraver et la violence de la révolte va, elle, s'aggraver. Et c'est là, en fait, qu'on a un nouveau contre-feu, c'est-à-dire le déclenchement de ce qui se passe actuellement aux États-Unis et en France, le déclenchement de confrontations ethniques en manipulant les minorités ethniques et religieuses pour empêcher, neutraliser une révolte sur une base socio-économique. Parce que cette révolte, enfin pas cette révolte, cette manipulation des minorités est faite par, on le sait maintenant, on le sait depuis plusieurs années, par les réseaux de Soros, c'est-à-dire les réseaux, là non pas de la droite israélienne,
mais du judaïsme politique de gauche. Et en fait, les milliardaires comme Soros, Rothstein et d'autres qui financent les Black Lives Matter via aussi les réseaux d'extrême gauche, que ce soit aux États-Unis ou en France, cette manipulation fait écho à la manipulation des réseaux israéliens de droite. C'est-à-dire que vous avez des réseaux israéliens de droite qui considèrent et qui traitent les Français de souche, là, les Blancs, en tant que minorité, c'est-à-dire qu'ils induisent un discours de minorité qui, elle, est victime des Noirs et des musulmans. Et de l'autre côté, vous avez les minorités noires ou musulmanes qui on met dans la bouche un discours victimaire accusant les Blancs et pour les faire monter les uns contre les autres. Et c'est le meilleur moyen du point de vue de ces réseaux qui font mine de s'opposer, Gold-Nadal qui s'opposerait à Soros, mais qui en réalité, par leurs manœuvres respectives, vont se dirigent et nous dirigent vers un objectif commun, c'est-à-dire nous neutraliser par la division ethno-confessionnelle pour empêcher l'aboutissement de la révolte sur une base socio-économique. Bah, je crois que c'est exactement le constat qu'on fait tous. Et c'est pour ça justement qu'on s'inquiète de quelque part, enfin s'inquiéter entre guillemets, puisque nous, on essaie de réfléchir justement à une stratégie pour contrer ce discours ambiant. Et nous réfléchissons justement aussi au fait que les Gilets jaunes doivent garder leur ligne droite. Quand je dis la ligne droite, c'est bien entendu la ligne géographique, c'est-à-dire de marcher dans les pas en fait d'un intérêt collectif du bien commun et de ne pas tomber dans ces pièges de récupération. Les Gilets jaunes ont survécu, je l'ai toujours dit. Alors ça nous a fait très mal puisqu'on a perdu énormément de monde, il y a eu des divisions énormes. On a survécu à l'ingénierie sociale des premiers temps du mouvement. Là, on sent bien qu'il y a une deuxième phase qui arrive, une deuxième vague avec le Covid, confinement, plus ce qui se passe actuellement avec les violences raciales et qu'ils essaient d'importer en France, plus cette fausse opposition justement à laquelle on est en train de parler aujourd'hui, l'axe Zemmour-Onfray. En déjouant tous ces pièges, je reste persuadé et je reste positif qu'on saura survivre à ça, à la condition que les gens s'en donnent les moyens. Alors, ce qui nous permet d'arriver Oui, à la alors juste conclusion de... Oui, pour vas-y. ajouter, juste un message à tous ceux qui manifestent là en ce moment, par exemple à Bobigny ou à Paris, que j'ai d'ailleurs pu croiser dans la rue. Posez-vous la question, comment se fait-il que le régime ait tiré sur les gilets jaunes, qu'il les ait éborgnés, arraché leurs mains, etc., qu'il interdise les manifestations de gilets jaunes après le confinement et qu'il vous autorise, vous, à manifester sans que vous soyez inquiété et sans que vous soyez victime de la violence dont ont été victimes les gilets jaunes. C'est la raison, la réponse, elle est simple, c'est parce que vous n'êtes pas dangereux pour le système. Le jour où vous rejoindrez les gilets jaunes, non pas sur des questions identitaires, ethniques ou de minorité, que vous les rejoindrez, pas seulement les gilets jaunes, mais la France périphérique et tous ceux qui sont en train de souffrir économiquement du système actuel, dont vous, parce que tout le monde en souffre, le jour où vous les rejoindrez, où vous rejoindrez la révolte économique et sociale, là, vous serez dangereux pour le système. Mais aujourd'hui, vous n'êtes dangereux que pour vous-même et pour l'intégrité du pays. Là, tu parles bien des manifestations actuelles, c'est-à-dire Oui, par rapport au meurtre de George Floyd. oui, 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 oui. Effectivement, il faut se poser la question. Moi, c'est la première fois, en tout cas, que je vois une manif organisée aussi rapidement. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. On n'a pas encore, on s'est pas encore coltiné ce sujet-là. Mais j'ai bien peur aussi que beaucoup de frères de lutte, que je salue au passage, qui sont aussi justement sur ces questions sociales de l'antiracisme, mais du bon côté de la barrière, c'est ce que j'ai envie de dire, se fassent avoir justement par cette dynamique actuelle qui évidemment va profiter à l'oligarchie parce qu'on verra moins de gilets jaunes dans la rue, on va se faire absorber par le sociétal, etc. De toute façon, ça fera l'objet d'un prochain live, les amis.
puisque je vous annonce que dès maintenant, le prochain live des Gilets jaunes constituants, c'est-à-dire en StreamYard, pas en action sur Paris, en StreamYard sera sur George Soros, justement, et tout son système. Donc, on va tout décortiquer de A à Z et on espère vous donner la date très prochainement. Et vous enverrez de toute façon la publicité sur nos pages Facebook. Alors, Youssef, je te laisse le mot de la fin sur cette émission courte, mais qui nous a permis de comprendre comment fonctionnait et qui étaient surtout les membres de ce nouveau clan, entre guillemets, qui est apparu, cette opposition contrôlée, puisque avec les faits que tu nous as apportés, on en conclut évidemment que c'est une opposition contrôlée. Et donc l'axe Zemmour-Onfray, ce nouveau golem à venir utilisé par l'oligarchie. Donc je te laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est très simple. Vous, les identitaires français, les natifs, les catholiques, vous êtes visés, vous faites l'objet d'une manipulation de gens qui en fait se présentent comme vos parrains, c'est-à-dire qui parlent à votre place, les Zemmour, les Finkielkraut, les Onfray, les Elisabeth Lévy, les Goldnadel, qui vous désignent un ennemi à abattre, c'est-à-dire l'immigré, le musulman, et vous, les minorités ethno-confessionnelles, noires, musulmanes, etc., vous êtes victimes de la même manœuvre, mais des milieux d'extrême gauche et du judaïsme politique de gauche, même qui se disent antisionistes, et qui vous envoient dans une confrontation de type racial contre le méchant blanc oppresseur pour vous neutraliser. C'est la politique des démocrates aux États-Unis, c'est la politique des réseaux d'extrême gauche trotskistes de confession juive en France depuis des décennies, qui vous manipulent depuis des décennies, qui ont permis votre appauvrissement depuis des décennies, et qui, une fois encore, tentent de vous manipuler en vous envoyant dans un faux combat que vous perdrez et dont nous serons tous victimes, que vous soyez identitaire, blanc, natif, français de souche, ou noir, musulman, ou tout ce que vous voulez. Alors c'est excellent, c'est exactement la même conclusion que je me faisais dans la tête. On essaie vraiment de ne pas tomber dans la manipulation, puisque finalement, les deux ennemis que tu as désignés, que ce soit le trotskisme de gauche ou bien le mondialisme et le national-sionisme à droite, sont les deux faces d'une même pièce pour empêcher justement toute révolte populaire véritable. J'ajoute aussi que dans les commentaires, beaucoup me posaient la question sur Éric Raoult. On n'a pas pu, évidemment, alors Didier Raoult, pardon, à pas confondre avec le sioniste Éric Raoult. Didier Raoult, évidemment, la star actuelle du confinement, du déconfinement. On n'a pas parlé de son cas, mais c'est vrai que ça serait hyper complexe. Et honnêtement, je ne vais pas m'aventurer à ça sans les éléments. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une récupération politique. Didier Raoult est un scientifique qui est étranger à ce genre de manipulation politique et cette ingénierie sociale. C'est pas son boulot. Il a été récupéré de façon habile par Onfray et le Stéphane Simon, d'autant plus facilement que Didier Raoult a été attaqué de façon virulente par les grandes télévisions. Alors quand vous vous noyez, vous vous accrochez à la première branche qui passe, même si c'est un serpent. Et là, ce qui s'est passé, c'est que habilement, ils ont tendu la main à Didier Raoult, qui était pas en train de se noyer, mais attaqué par le système, et qui trouve chez Onfray un allié qui lui a susurré des mots doux à l'oreille. Donc ça, c'est autre chose. Il ne faut pas le mettre sur le même plan que quelqu'un comme Idriss Aberkan ou la fausse gilet jaune qui a dû rejoindre Onfray par opportunité. Jacqueline Moreau, oui, tout à fait. Voilà. Très bien, cela nous permet de te remercier, Youssef, pour cette excellente intervention. On remercie également tous les participants dans le chat avec des questions pertinentes. Et merci à toi, camarade Seb, pour la régie et pour la bonne tenue de l'émission. Et on vous donne rendez-vous au prochain live. Alors, il y aura des actions, hein, bien évidemment, on a retrouvé un petit peu le terrain quand même. Et pour le prochain live, on va dire hors terrain, ça sera pour justement décortiquer l'Empire Soros de A
à Z. Je dis bien de A à Z. Voilà, donc prochaine émission très très intéressante. On vous tiendra au courant. Et je crois qu'on est dans une actualité d'ingénierie sociale extrêmement forte. Et il va falloir analyser tout ça pour ne pas tomber dans ces pièges. Voilà les amis, portez-vous bien et on vous dit à tout à l'heure parce qu'aujourd'hui il va y avoir de l'action. Voilà les Merci à amis, vous. Merci à vous. très bonne journée à vous tous. Merci à tous. Merci Youssef. Bonne journée. Merci à vous.